de ces mauvais rêves. Ah. Oh putain. Oh allez. Qu'on fait. Qu'est-ce que vous faites là, mes petits? Vous avez vu l'heure? Faut que vous allez vous coucher là. Non, quant à moi je peux pas dormir, je vais faire une blanche. Ah, je sais pas ce que j'ai, je fais des cauchemars et tout. Dès que je ferme l'œil, je fais des rêves chelous. Ah, j'arrive pas à m'endormir. Ah. Je trouve plus du tout le sommeil. Tiens, le sommeil. Ça me fait penser à une creepypasta. Pas vous. Laissez-moi vous conter une histoire diaboliquement sordide et glauque. On y va? Allez, let's go. C'est l'histoire de 5 prisonniers politiques qui ont été jugés ennemis de l'État, l'URSS, donc dans l'Union soviétique, durant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient confinés dans un environnement scellé afin de pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène de manière à ce que le gaz ne les tue pas, puisqu'à forte dose, ils étaient toxiques. Cela a eu lieu avant l'invention des caméras, que nous connaissons tous aujourd'hui, et leur seul moyen pour surveiller les prisonniers étaient des microphones et des hublots en miroir sans teint épais. La chambre équipée de lits sans literie, d'eau courante, de toilettes, de livres et de suffisamment de nourriture sèche qui devait leur permettre aux 5 individus de survivre pendant plus d'1 mois. Les 5 premiers jours, tout se passait bien, car on leur avait promis d'être libérés s'ils acceptaient de subir l'expérience pendant 30 jours. Cependant, les conversations enregistrées tournaient de plus en plus autour d'expériences traumatisantes de leur vie et l'ambiance devenait de plus en plus sombre. Au-delà du 5e jour, la paranoïa s'installait et les 5 individus ne se parlaient plus. Ils parlaient au micro et aux hublots comme s'ils voulaient gagner la confiance des scientifiques qui ont pensé qu'il s'agissait d'un effet secondaire du gaz. À partir de 9 jours, la situation a réellement dégénéré. La folie avait gagné les sujets de l'expérience. Un des participants criait à plein poumon en courant le long de la chambre durant 3 heures d'affilée, avant de perdre la voix et de ne pouvoir produire plus que quelques couinements. Les autres participants n'ont pas réagi, seulement 2 d'entre eux ont déchiré les pages des livres, les ont enduits de leurs propres excréments avant de les coller aux hublots pour ne plus être vus. Les cris ont alors cessé et les murmures aussi. 3 jours passèrent
mais toujours aucun son. La consommation d'oxygène, quant à elle, correspondait bien à celle de 5 personnes, mais uniquement si ces personnes faisaient un exercice physique très dur. Les scientifiques ont alors décidé, le 14e jour, d'utiliser l'interphone de la chambre, espérant recevoir une réponse de la part des détenus, car ils craignaient qu'ils soient mourants ou dans un état végétatif. Ils annoncèrent: « Nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre, ou vous serez abattu. Si vous respectez ces règles, l'un de vous gagnera sa liberté. » À leur plus grande stupéfaction, la seule réponse avait été: « Nous ne voulons plus être libérés. » Des débats ont éclaté entre les chercheurs et les forces militaires qui finançaient le projet. Il a finalement été décidé que la porte de la chambre serait ouverte à minuit, 15e jour. La chambre a été vidée du gaz stimulant et remplie avec de l'air frais. Dès cet instant, des voix provenant des micros ont commencé à protester. 3 voix différentes ont commencé à supplier de remettre le gaz. La chambre a été ouverte et des soldats ont été envoyés à l'intérieur. Les prisonniers ont alors hurlé plus fort que jamais, et les soldats ont rapidement fait de même lorsqu'ils ont vu ce qu'il se trouvait à l'intérieur. 4 des 5 sujets étaient toujours vivants. Bien que leur état ne permettait pas de les qualifier de vivants, les rations de nourriture des 5 jours précédents n'avaient pas été touchées. Ils avaient trouvé un autre moyen pour se nourrir. Il y avait des morceaux de chair du sujet mort enfoncés dans le drain au centre de la chambre, le bouchant et permettant à une dizaine de centimètres d'eau de s'accumuler sur le sol. Quant aux 4 autres sujets survivants, ils avaient également de grandes portions de chair et de peau arrachées de leur corps. Tout indiquait que les blessures avaient été infligées à la main et non avec les dents, comme les chercheurs l'avaient pensé au début, et ces dernières montraient que la plupart des blessures avaient été infligées par eux-mêmes. Leurs organes vitaux étaient toujours présents alors que des muscles, de la chair et de la peau étaient arrachés. Certains avaient leur appareil digestif toujours intact et au dehors de leur corps. Beaucoup de militaires ont refusé de rentrer à nouveau dans la chambre pour en faire sortir les survivants. Et parmi ceux qui ont accepté, certains ont perdu la vie car les prisonniers se sont battus violemment, refusant de sortir, et un mourut aussi. Les 3 sujets restants ont été immobilisés et transportés dans une installation médicale, suppliant toujours le retour du gaz. Durant l'opération visant à remplacer les organes internes, une quantité supérieure à la normale a été nécessaire pour endormir un des sujets qui, une fois les yeux fermés, fit un arrêt cardiaque. Les 2 autres individus, devenus fous, demandaient à ce qu'on coupe leurs muscles, affirmaient que s'ils s'affligeaient tout ça, c'était pour rester éveillés. Lorsque le commandant a demandé à ce qu'on enferme les 2 sujets à l'intérieur de la chambre avec 3 chercheurs, un des 3 scientifiques a assassiné le commandant ainsi qu'un des sujets. Il a ensuite pointé son arme vers le sujet restant, toujours attaché au lit, tandis que les membres restants de l'équipe médicale et de recherche fuyaient la pièce. « Je me laisserai pas enfermer là-dedans avec ces choses. Pas avec vous !» aurait-il crié. « Qu'est-ce que vous êtes ? Je dois le savoir. » Le sujet aurait souri et dit: « Est-ce que vous avez oublié si facilement ? Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous, suppliant d'être libérés à tout moment dans vos esprits animaux. Nous sommes ce que vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. » Le chercheur aurait marqué un arrêt, puis il aurait tiré dans le cœur du sujet. Il aurait dit, avant de s'éteindre: « Si, près d'être libre,
sordide tout ça. Très sordide. Ils sont fous les Russes. Fous. Bon, il n'y a pas que les Russes, mais ah, bon. On est plus que fous, nous. Hein. Nous, les démons, mais on aurait pu faire quelque chose de pire, mais bon. Ah. Quand même, hein. Ah, ça y est, maintenant, j'arrive plus à... Je crois que je vais plus dormir. Non, je déconne, je vais dormir comme un bébé maintenant. Ah. Mais, s'il y en a qui se demandent, qui ne connaissent pas cette creepypasta, car c'est une creepypasta, pourquoi elle est devenue aussi célèbre? Eh bien, c'est grâce à une image, une seule image. Bien sûr, il y a eu des concepts art à la suite pour un peu plus montrer le déroulement de l'histoire. Mais il y a une image en particulier qui a marqué tout le monde. Celle-ci. Sur ce, regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez, ciao. Quant à moi, je vais finir mon thé, puisque je bois pas de café, j'ai vraiment du café. Je suis le seul démon, je crois, de tout l'enfer à avoir du café. Moi je bois du thé et ensuite je vais faire dodo. Avec vous. Et avec mes frangins, sur et tout. Allez, ciao. Allez, dodo. Non.